Welcome, colleagues, to this webinar series for Latin America and the Caribbean on infant and child feeding in America. Bienvenue à toutes les personnes. We may wait a few seconds for participants to connect, so thank you for your patience. Donc, nous allons commencer maintenant avec la diapo suivante. Vous aurez ici, ce sera présenté en anglais, mais nous avons un interprétariat français. Allez sur l'icône en bas de votre écran qui dit interprétation et la session d'aujourd'hui sera présentée en anglais, mais nous avons un service de traduction simultanée en français. Donc, cliquez sur l'icône interprétation en bas de l'écran et choisissez la langue de votre préférence. Dans ce cas-ci, le français. Next slide, please. diapo suivante. Je vais continuer en anglais. Donc, aujourd'hui, nous avons une équipe de modérateurs. Moi, je suis Yvette Foch, je suis spécialisée en nutrition. Je travaille au bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes pour l'UNICEF. Et nous avons aussi Patricia Dominguez, qui est consultante en nutrition, qui travaille au même bureau avec moi. Et puis, nous avons Andrea Garcia, qui est conseiller senior de nutrition dans les situations d'urgence. Elle fait partie du groupe Save the Children. Et puis, nous avons Sanya Sekvic, qui nous assiste techniquement et elle fait partie de Technical Alliance. Diapo suivante. L'Alliance technique est une initiative qui a été établie pour être préparée en cas d'urgence et permettant un groupe technique par différents canaux. Vous avez ici différentes personnes qui travaillent avec nous et qui nous soutiennent, les donateurs qui nous soutiennent également dans cette initiative. Diapo suivante. Donc, nous avons les objectifs de cette série de webinaires, c'est de renforcer la connaissance technique et les capacités sur la nourriture des nourrissons et des jeunes enfants en situation d'urgence de toutes les organisations. Les audiences, c'est les institutions gouvernementales, les ONG, les organes des Nations Unies et les plateformes de coordination d'urgence, entre autres. Le format que nous utilisons, c'est pourquoi, quoi, comment. Pourquoi, ça explique les interventions et les pratiques qui sont promues en cas d'urgence. Le quoi, c'est entrer en profondeur dans les interventions et les pratiques qui doivent être promues. Et comment, c'est ce qu'il faut faire en cas d'urgence. Donc, comment on réagit et quels sont les autres éléments pour être préparé. Diapo suivante. Aujourd'hui, c'est le deuxième de 3 webinaires dont nous allons discuter aujourd'hui, comment soutenir les nourrissons et les jeunes enfants qui ne peuvent pas être allaités en cas d'urgence. La semaine dernière, c'était l'allaitement dans des situations d'urgence. Et la semaine prochaine, ce sera comment arriver à trouver des compléments alimentaires en cas d'urgence pour les jeunes de 6 à 23 mois. Aujourd'hui, nous allons parler de la diapo suivante. Donc ici, il s'agit de l'alimentation dans les 2 premières années de la vie, de la naissance jusqu'à 3 ans et peut-être au-delà.
Et donc, ce qui est important, c'est le lait maternel parce qu'il y a beaucoup d'anticorps et qui permettent à l'enfant d'être protégé contre des maladies. Et quand les enfants, jusqu'à 1 an, donc si on ne peut pas les allaiter, il faut les nourrir avec des substitutions de lait maternel, mais c'est seulement nécessaire après une évaluation individuelle pour être sûr que ça correspond vraiment à l'enfant. C'est vraiment clé en cas d'urgence. Après 6 mois, les enfants doivent être, nourris avec, des compléments alimentaires et en utilisant des pratiques, qui leur permettent de grandir. Diapo suivante. Là, vous avez un résumé du soutien et vous avez les différentes étapes ici. Donc, depuis le début, l'allaitement au début et puis ensuite, progressivement, l'introduction des aliments différents avec les différentes choses à prendre en compte, comme par exemple la fréquence, la diversité et bien entendu, si l'allaitement continue jusqu'à 2 ans, voire au-delà. Donc ce qu'on voit ici en jaune, c'est le livre, c'est un manuel qui donne des lignes directrices avec des renseignements clés et nous vous invitons à regarder ce manuel. Donc, quand on allaite un enfant, quand on nourrit un enfant, il y a 2 principes, humanitaires. C'est de ne pas causer de problèmes et d'éviter tous les problèmes de malnutrition et évidemment d'aller à l'encontre. Donc, je donne la parole à Andrea Garcia. À vous, Andrea. Thank you, Yvette. Merci, Yvette. We are going Et to donc, start nous with a allons pretest. commencer par un And you're going pré-test. to see a new Vous allez window in your voir une screen. nouvelle fenêtre So sur votre écran please et vous voyez select the ici correct des answers questions et puis ensuite vous avez des in the réponses et English vous devez question. choisir While celle qui I will correspond. be Pendant reading que vous the questions répondez, je vais lire les and questions waiting for you to et answer. je vous donne le temps de répondre. This is Et confidential. We c'est are bien here to entendu, c'est learn. confidentiel. Nous Don't sommes be ici afraid pour to apprendre, answer donc n'ayez pas peur de répondre. because Si c'est la fausse réponse, ce n'est absolument pas grave. On est tous ici pour the apprendre. first Si on savait question we tout, have on is était mieux. for planning Et donc, programming to support infancy. Who can ici, take on this dit one? que pour And préparer for les options. à soutenir les enfants, les jeunes enfants qui ne peuvent pas être allaités, Start la première with option, c'est substitutes. donc Be il kept con ready for il any faut avoir emergency. à Option B, proximité du lait identify maternel, des available substituts de lait foods to alimentaire. change Le locally. 2e, il faut Option C, the acheter logistics les teams substituts will localement. be a mess of white Les équipes de houses logistique or the doivent, department should être, on doit les laisser tranquilles pour donations of gérer tout le items. problème. Et 4e, il doit y avoir Um, une affirmation, une déclaration qui est don't be préparée shy. pour demander Remember, les this is donations. confidential, N'ayez so pas no one peur answering. et What? on est tous là pour apprendre. Well, then the second Et question, ensuite, during la deuxième emergency question, situations, en cas all d'urgence, infants tous les enfants qui ne should sont pas feed, allaités, should initiate euh, lactation immediately, doivent should receive reprendre le immediately, lait immédiatement et option doivent B, recevoir du lait receive humain donné individual immédiatement. assessment to Le establish C, type doivent of recevoir supply. une évaluation Option D, individuelle they pour should receive établir plasma le type substitutes de soutien immediately. nécessaire. Et D, ils doivent recevoir du lait maternel, des substituts Okay, de lait we have maternel no immédiatement. people On answering. n'a plus personne qui répond. It's confidential, remember. C'est Don't be confidentiel. shy. Rappelez-vous ça, n'ayez pas peur. And number three, La 3e during question, emergency heu, situations, dans option les A, situations donations will be d'urgence, accepted for les infants who donations peuvent être breastfeeding. reçues Option pour les B, the enfants qui ne risk sont pas of nourris à la using main. VMS Les should risques not apply d'utiliser les programming. substituts doivent être, Option C, the utilisés avec une medical group programmation should be alert to adéquate. plan the 3, purchase of breast milk substitutes le if substitut ordered. de D, lait maternel no doivent être évités circumstances will et justify the D, distribution of breast milk sous aucune excuse, les substituts au lait maternel doivent être envisagés. Okay, now here we have some
On a des participants qui répondent. C'est confidentiel, donc il n'y a pas de problème si vous répondez par une fausse réponse. On n'est pas là, on est là pour apprendre et, et on ne peut pas, et on verra les réponses à la fin. Et, si on ne l'a pas, si on n'a pas répondu correctement, ce n'est pas très grave, hein. On verra à la fin si vous avez compris le but. On a 1 minute supplémentaire pour répondre. Donc, choisissez la réponse qui, d'après vous, est la réponse correcte. Et après la présentation, on refera le test pour voir si vous avez appris quelque chose, si vous avez avancé. Donc, rappelez-vous toujours, c'est confidentiel. Donc, il n'y a pas de problème, on est là pour apprendre. Sania, je pense qu'on peut passer, on peut fermer le test. On a 68% de participation. Donc, je vais redonner le micro à Yvette pour la diapo suivante. Merci beaucoup, Andrea. Donc, la diapo suivante, c'est pourquoi soutenir les jeunes enfants qui ne peuvent pas être allaités est nécessaire en cas d'urgence. Diapo suivante. Donc, les éléments à prendre en compte, c'est que les enfants qui ne sont pas allaités ont un risque plus élevé de mortalité. Là, ce qu'on voit, c'est des enfants qui ont moins de 6 mois et qui vivent dans les pays à faible revenu ou à revenu moyen. Donc, s'ils ne reçoivent pas de lait maternel, ils ont 14,4 fois plus, ils sont susceptibles de décéder par rapport aux enfants allaités. Le lait maternel, et quand le lait maternel est introduit, le risque décroît et là, vous voyez, ça décroît de 2,8 fois. Et donc, ces enfants sont... Donc, les enfants qui ne reçoivent pas de lait maternel ont un risque très élevé de décès. Ici, ce qu'on voit, c'est à peu près la même chose, mais on voit le risque plus élevé d'infection et vous voyez qu'il y a plus de possibilités que les enfants décèdent suite à une pneumonie plutôt qu'une diarrhée. Donc, le lait maternel est presque un médicament très puissant qui permet aux enfants de rester en bonne santé. Diapo suivante. Donc, qu'est-ce qu'on voit en cas d'urgence? Ce qu'on voit, c'est des contextes en cas d'urgence, les choses sont beaucoup plus compliquées. On voit par exemple que lorsque l'allaitement est un risque en cas d'urgence, parce que c'est plus difficile après une tornade, un ouragan. Ici, ici, on va plus près de la réalité et on voit ce qui se fait. Dans les cas d'urgence, on voit des populations qui sont déplacées et tous les services de base qui sont totalement interrompus. Il n'y a plus de céréales, il n'y a plus rien, les gens perdent leur vie, enfin perdent leur style de vie, ils n'ont plus de possibilités, ils n'ont pas accès à la nourriture, ils n'ont pas accès aux services de santé, les conditions d'hygiène sont largement affectées, ils n'ont plus d'eau, ils perdent leurs revenus. Donc tout ça, ça perturbe la santé, la nutrition et les pratiques d'alimentation. Donc ça compromet également le régime d'un enfant et le risque est augmenté pour les jeunes enfants qui souffrent de diarrhée et de maladies infectieuses et très souvent, ça peut même mener au décès.
Donc, plus l'enfant est jeune, plus le risque est grand. Les bébés, les jeunes enfants ont des besoins spécifiques en matière de nutrition et souvent ils sont nés avec un système immunitaire qui est sous-développé. Dans les contextes humanitaires, ce groupe de population peut compter euh, un pourcentage de décès assez élevé. Et on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de documents là-dessus qui disent que les enfants de moins d'1 an sont à 53% plus susceptibles de décéder. Et en dessous de 6 mois, c'est vraiment les pauvres enfants qui n'ont pas de lait maternel, ne survivent pratiquement pas, sauf s'ils sont extrêmement solides en cas d'urgence. Et là, ce qu'on a, on a un autre graphe qui montre que les enfants, les nourrissons de moins de 6 mois, ont un risque plus élevé de mortalité. Ce sont les décès, le pourcentage par rapport à la population. On voit que le taux le plus élevé se trouve chez les jeunes enfants de moins de 6 mois. C'est un groupe de population clé à prendre en compte et qu'il faut identifier en cas d'urgence. Ce sont eux qui ont besoin de notre soutien bien plus que les autres. Là, on va parler un peu des défis que les mères qui allaitent rencontrent en cas d'urgence. Heu, il y a une croyance qui dit que le stress ou l'absence de nourriture affecte le lait maternel. Ça, c'est faux. Et quand elles ont perdu leur famille, leur maison, évidemment, ça peut être parfois très difficile d'allaiter son enfant. Mais le stress ou les urgences, ça n'affecte absolument pas la production du lait chez la mère. Peut-être que ça affecte le goût, mais pas la quantité. Ces mères-là ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin sur leur capacité à allaiter. Et de toute façon, ce qu'on voit en cas d'urgence, c'est il y a très peu de soutien pour l'allaitement. Et là, c'est là que notre rôle intervient. Et un autre défi, c'est que les dons de formules de lait en poudre pour les nourrissons les dons sont nécessaires. Et puis, il y a également une absence générale de connaissances concernant le risque à utiliser le lait maternel, les substituts de lait maternel dans des situations d'urgence. Le Nourrir artificiellement un enfant est extrêmement risqué en cas d'urgence parce qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau propre pour, préparer, pour nettoyer les ustensiles, les biberons et cetera. C'est forcément une source, d'infection. Et il y a, très peu de substituts de lait maternel et il y a un risque de contamination des substituts de lait maternel parce que dans les situations d'urgence, c'est extrêmement dangereux et les substituts de lait maternel ne contiennent pas d'anticorps. Diapo suivante. Et les substituts de lait maternel ont plus de risques de conséquences graves dans les cas d'urgence. Tout d'abord parce qu'il y a peu d'hygiène, il n'y a pas d'eau qui soit propre, quand on déplace, on rencontre la surpopulation, les soignants sont stressés et c'est trop pesant pour eux et il y a très peu de capacité d'acheter des substituts de lait maternel. On a des dons, ça c'est extrêmement, commun en cas d'urgence, donc là on voit ce qui est arrivé au Mexique après le tremblement de terre de 2017. Ce sont des dons qui avaient été faits par la population, heu et la population partait d'une très bonne intention et ils ont acheté tous ces produits pour nourrir les enfants, mais ils ne connaissaient pas le risque. Et donc ce qu'on voit ici,
c'est la même urgence après le tremblement de terre et là, on voit de nouveau les dons qui ont été faits par une société, heu et ce sont les substituts de lait maternel et ici, l'intention est différente parce qu'il y avait une intention, commerciale parce qu'ils entraient, dans un nouveau marché et c'est un marché extrêmement vulnérable et l'idée, c'était que le gouvernement, a appelé à des dons à cause de l'urgence et donc il y a une absence générale de connaissances sur les risques, de substituts de lait maternel. Donc ça, c'est un cas d'urgence et là, ce sont des produits que je trouve qui sont parfois expirés, les dates est expirées et ils sont donnés par des sociétés, par exemple, mais ça peut aussi être le faux, par exemple, c'est pas la bonne marque, la bonne constitution, ce sont pas c'est pas fiable. Parfois les étiquettes sont dans une langue que personne ne comprend et lorsque Haïti, par exemple, où les gens ne parlent pas anglais, mais français et créole et qu'on trouve les étiquettes en anglais, ça n'a pas de sens. Il y a, par exemple, une mauvaise, quantité qui est donnée parce que tous ces produits lorsque ces produits sont terminés et on ne peut plus continuer à nourrir les enfants. Il y a beaucoup d'autres, défis qu'on rencontre ici, mais en fait, il faut savoir que les dons ne sont pas quelque chose les dons et tout ce qui est une distribution non contrôlée, ça peut causer des problèmes de santé. Là, ici, ce qu'on a, on a des images, pour vous montrer. Les substituts de lait maternel sont distribués aux mères qui allaitent et ça envoie un message, négatif sur l'allaitement et ça réduit évidemment la confiance des mères et ça interrompt, l'alimentation par allaitement. Diapo suivante. Donc le code. Le code, c'est une politique, c'est un cadre de politique de santé et qui explique en fait les substituts de lait maternel. Le code, s'applique également à des situations d'urgence et il y a toujours, les gens ne comprennent pas vraiment de quoi on parle, en cas d'urgence et donc il est important de comprendre que le code, est là pour protéger les enfants qui sont allaités en garantissant que les substituts de lait maternel ne seront pas distribués, sans contrôle. C'est également là pour protéger artificiellement les enfants qui sont nourris, en garantissant que les substituts soient utilisés dans toute la mesure de la sécurité et ça ne restreint pas la disponibilité des substituts, les biberons ou bien les tétines, mais ça restreint seulement le marketing et la promotion. Et en cas d'urgence, on ne sait pas très bien comment les choses sont arrivées là. Donc, en dépit de tout cela, il y aura des enfants qui ne sont pas allaités ou qui sont allaités partiellement. Ils ont besoin de l'aide parce qu'ils sont très vulnérables et ils ont besoin de protection et de soutien urgent et ciblé étant donné leur risque, accru de morbidité et de mortalité. Ils ont peut-être besoin de substituts, mais nous, on a besoin de leur fournir, ce substitut, mais de manière sûre et sécurisée. Donc je donne la parole à Andrea pour la diapo suivante. Comment soutenir les enfants qui ne peuvent pas être allaités dans les Thank you, situations Yvette. d'urgence? Merci Yvette. Next slide, please. Diapo suivante. Okay, to start with OK, this là, session, on va we are going commencer to cette explain section decision trees en that help us when voyant we are en evaluating étudiant ce qu'on mother fait pour, évaluer in la this mère et slide, we l'enfant. see Dans la reducing dernière breastfeeding, session, on a part revu of cette when a première baby is part du breastfeeding. document quand un enfant est And nourri au if sein we take the et decision si of on prend une okay, décision encouraging de this gar breastfeeding
de continuer à encourager cette pratique d'allaitement, ou bien si on évalue les difficultés qu'elles rencontrent et on aide les mères à les dépasser. Et dans cette session, on va essayer d'explorer que quand un enfant n'est pas allaité par sa mère, on va essayer d'explorer les priorités ou la réhabilité de nouveau lui fournir du lait ou alors, lui donner du lait humain. Donc toute cette évolution, ça doit être informé par le contexte culturel et puis par la mère, par, la disponibilité du service. Si ces options ne sont pas acceptables pour les mères, les soignants, et si ce n'est pas faisable, donc dans ce cas-là, il va falloir permettre, l'accès à trouver du lait, avec, un grand soutien qui est essentiel dans ce cas-là. Je vais commencer par, le première étape, c'est-à-dire, redonner du lait. Ici, on a toujours, le guide pour, alimenter un enfant et un bébé, dans les groupes, dans les situations d'urgence. Ce qu'on trouve ici, c'est la définition et les informations qu'on reçoit sur, trouver à nouveau du lait, réintroduire du lait, et on dit que un certain nombre de mères, ont besoin de trouver du soutien pour l'allaitement pour que ça redevienne normal. La réussite de cela dépendra du bien-être de la mère, et il est important de le dire aussi, la motivation, parce que ces mères, veulent ce processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on va leur imposer. Donc c'est quelque chose, qu'elles veulent elles-mêmes, donc elles sont bien motivées. Donc on va aussi considérer, prendre en compte l'âge de l'enfant et combien de temps la mère a arrêté de nourrir son enfant, et ce qui est important, c'est le soutien. Ce qui est important aussi, c'est que les enfants qui ont moins de 6 mois en profiteront le plus. Donc là, ce qu'on a, c'est la définition de ce lait qu'on redonne. C'est une procédure par laquelle une mère réussit à récupérer sa production de lait après que cette production s'est arrêtée ou a diminué. Pourquoi? En fait, il y a beaucoup de possibilités à cela, mais beaucoup d'enfants, ne sont pas, nourris, ne sont pas allaités dans les premiers mois ou les premières semaines suite à une maladie ou bien parce que la mère a des difficultés à allaiter, et ça, bien entendu, ça entraîne plus de risques de maladie, et là, on a des définitions de la lactation induite, le processus de production du lait sans que la mère soit enceinte, est possible. C'est très important parce qu'on va explorer cette façon dans la section suivante quand on va parler de de trouver une, infirmière, enfin une nourrice en fait, et donc une mère peut toujours, produire du lait pour elle-même ou bien pour son enfant, adopté, même si elle n'est pas enceinte. Donc ce qu'on a ici, c'est les raisons pour cette lactation ou la lactation induite. Ce qui est important, c'est le premier point, c'est que parce que la mère veut ou a besoin de trouver ça dans une situation d'urgence, quand par exemple les mères veulent absolument renourrir leur enfant au sein, parce qu'elles comprennent que sans cela, l'enfant est à risque plus élevé. Et on peut aussi commencer ce processus parce que, il y a eu peu de gestion ou une mauvaise gestion des enfants malades au début du processus d'allaitement, ou quand un enfant est né, très et ne pèse pas suffisamment à la naissance, ou quand il y a des problèmes de nutrition, ou quand le bébé et la mère ont été séparés dans les situations d'urgence. Ça, c'est le sujet dont on parle plus spécifiquement aujourd'hui, et également ici, ce qu'on a, c'est lorsqu'une femme ne peut pas allaiter son propre enfant, et
Donc, gardez ça à l'esprit parce on va parler de la nourrice de substitution dans la diapo suivante. Diapo suivante. Donc, ici, on a une façon d'augmenter la production de lait, c'est le pot à pot. Cette pratique, comme vous le savez, c'est lorsqu'on place le bébé directement sur la poitrine dénudée de la mère, ou bien c'est un processus plus commun après la naissance. Ça peut toujours être pratiqué à n'importe quel moment lorsque le bébé a besoin de confort et de calme et qu'il faut le calmer. Oui, et ça peut aider à augmenter la production de lait chez la mère. Et ici, on peut aussi stimuler la production de lait quand l'enfant tète, et c'est pendant que la mère reçoit du lait ou des substituts. Donc, des substituts adoptés, ce que vous voyez, c'est 3 méthodes avec une cuillère. On a aussi la seringue et puis il y a également l'enfant qu'on place au sein et qui, essaie de téter. Donc si on considère cette dernière, option en cas d'urgence, il faut que nous soyons absolument sûrs que nous pouvons, nettoyer correctement tout ce qui est utilisé. Si les conditions ne peuvent pas respecter l'hygiène, il faut dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser cela. Il faut explorer les 2 autres, solutions. Diapo suivante. Donc on peut aussi explorer d'autres options. Ici, ce qu'on a, c'est les massages de lactation. C'est un bon exemple, d'intervention qui coûte peu cher et qui n'a pas besoin de technique et qui aide à produire du lait, mais ça doit toujours être fait avec des conseils appropriés. Et ce qu'on a ici, c'est un résumé de ces ressources que vous allez avoir. Et donc ici, ce qu'on a, les mesures essentielles qui ont été mentionnées, c'est-à-dire les conseils, essayer de stimuler la poitrine et puis apporter des compléments. Et ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est le processus de relactation qui ne se fera pas en un seul jour. C'est un processus variable et le lait peut seulement faire son apparition entre 2 et 3 et 6 jours, mais c'est peut-être lié, ça semble être lié, à la durée pendant laquelle la mère n'a pas allaité. Donc, et il faut évidemment conseiller la mère, il faut, c'est très important, il faut suivre, c'est pas uniquement un exercice d'une fois, un conseil qu'on donne et puis tout va très bien. Diapo suivante. Donc, ici, ce dont on va parler même, ce dont on va parler un petit peu, c'est les nourrices. Donc, ça signifie que, c'est une femme qui allaite le bébé d'une autre, et le guide dit qu'il faut tout d'abord, enquêter pour trouver l'acceptabilité culturelle d'une nourrice et la disponibilité de nourrices, qui soit prête à faire ceci, heu et i il n'y a pas beaucoup de preuves, de témoignages sur les nourrices parce que nous travaillons avec l'UNICEF et dans certains documents, dans certains manuels, dans certains guides, mais on a des exemples d'autres parties du monde. Et ici, on a l'exemple du Bangladesh où, où ils évaluaient et ils sont prêts à utiliser la possibilité d'utiliser une nourrice et ils établir, tous ces critères pour pouvoir participer, en tant que nourrice. Là, ce qu'on a ensemble, le fait que la personne soit volontaire pour nourrir l'enfant jusqu'à ce qu'il soit au moins âgé de 6 mois. Ce serait idéal que cette personne soit un membre de la famille ou, ait une relation étroite avec cette famille. Ça signifie aussi qu'elle doit vivre proche, de l'enfant
et son propre enfant doit être sain, prendre du poids régulièrement, il ne doit pas avoir d'infection, il doit pas y avoir de maladie et bien sûr, elle ne doit pas prendre de médicaments et elle doit être acceptée ça doit être accepté à la fois par la famille de la nourrice et la famille du bébé. Ce qu'on a ici, c'est, la nourrice, et le VIH parce que dans certains endroits, les les gens, sont peut-être, ont peut-être peur de la transmission du VIH. Donc, les nourrices, peuvent, vraiment, apporter du lait dans la situation d'urgence. Bien sûr qu'il peut y avoir un risque de transmission du VIH, mais mais ce sera toujours, utile, heu et d'éviter que ces enfants reçoivent, des aliments, mais qu'ils ont plutôt la protection qui vient du lait maternel. Un petit guide, du VIH, c'est que les mères et les mères allaitantes ou les femmes allaitantes doivent exclusivement allaiter leur enfant pendant les premiers 6 mois de leur vie. Ensuite, progressivement, ils introduisent la nourriture, alimentaire plus solide et ça peut continuer jusqu'à l'âge de 12 ou 24 mois et parce que c'est toujours, bien mieux pour éviter l'apparition du rétrovirus. Donc, l'allaitement doit s'arrêter uniquement une fois lorsqu'on peut donner, sans que le lait maternel ne puisse être trouvé. Donc lorsqu'il n'y a pas de rétrovirus, disponible, l'allaitement peut toujours donner aux enfants qui sont nés d'une mère qui souffrait du VIH une plus grande chance de survie et sans même avoir le VIH. Et mon dernier point se trouve dans la diapo suivante, c'est la donation de lait humain. L'OMS nous donne que quand on ne trouve pas du lait maternel, on doit utiliser du lait pasteurisé qui provient d'un don humain comme première alternative. Et dans le guide, nous voyons que nous n'avons pas beaucoup d'expérience, dans l'utilisation du lait provenant des humains et en don dans les urgences, en situation d'urgence, mais on sait que c'est bien plus viable quand il y a des banques de lait humain dans les régions affectées. Donc, ici, ce qu'on trouve, c'est une définition du lait humain donné. C'est du lait maternel, qui est fourni de façon volontaire par une mère qui produit du lait pour nourrir un enfant qui n'est pas le sien. Et d'habitude, on arrive à le trouver par une, banque de lait humain pour allaiter un enfant. Et les banques de lait humain, c'est un service qui est créé pour recruter des dons de lait maternel, de collecter du lait, ensuite il y a toute une série de processus et en cas d'urgence, il faut identifier les banques, dans vos pays et essayer d'établir, c'est les façons qui peuvent être utilisées pour, avoir ce genre de soutien. Diapo suivante. Ici, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des banques de lait humain dans de nombreux pays d'Amérique latine et des Caraïbes et sur cette page, vous pouvez trouver votre pays et établir des contacts pour qu'ils soient prêts en cas d'urgence. Diapo suivante. Là, je donne la parole à Yvette à nouveau. Merci beaucoup, Andrea. Donc maintenant, on passe à la session suivante, qui est qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser le risque de nourriture artificielle en cas d'urgence. Donc là, on a la terminologie. Qu'est-ce que la nourriture artificielle? Ça signifie, donner des substituts de lait maternel, c'est-à-dire,
toute nourriture solide ou liquide qui est sur le marché et qui n'est pas forcément, qui est utilisée pour remplacer en partie ou totalement le lait maternel. Et les substituts, c'est tout le lait qui est vendu spécifiquement pour nourrir les enfants et les nourrissons de 0 à 3 ans, et plus particulièrement la formule de lait de bébé. C'est des substituts qui sont industriels, mais qui ont la même formule aussi possible, aussi proche que possible que le lait maternel, et dans le but de répondre aux nécessités nutritionnelles d'un enfant, et c'est qui est adapté à leurs caractéristiques physiologiques. Donc, ici, on a les indications pour l'utilisation de substituts de lait maternel. On a 2 parties, les indications temporaires et ensuite les indications sur le long terme. Alors temporairement, donc les substituts peuvent être utilisés pendant la période de relactation et on a vu que ça pouvait prendre, un certain temps. Donc il faut absolument, soutenir l'enfant avec ces substituts, et également on peut passer de la nourriture mixte, c'est-à-dire, pas laisser tomber complètement l'allaitement. Il y a une séparation, court terme de l'enfant et de la mère, et puis il y a une période, d'attente sur le court terme. Ce sont les indicateurs temporaires, pendant que, l'allaitement est établi. Les indications à long terme, c'est-à-dire les enfants qui n'étaient pas allaités avant la crise, la mère qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas, avoir du lait de nouveau, et il a été établi qu'on pouvait remplacer ça dans le contexte du VIH. Un enfant qui est orphelin, un enfant dont la mère est absente pour longtemps, en partie des enfants ou des situations, médicales quand la mère est très malade, quand l'enfant est rejeté par la mère, ou quand l'enfant est un survi ou la mère est une survivante, de viol et elle ne veut pas allaiter. Donc la nécessité pour du substitut en situation humanitaire, on a besoin d'évaluer tout ça par un personnel, capable et qui n'ait pas de conflit d'intérêts avec l'industrie, pour comprendre si vraiment les substituts sont nécessaires et si ça va fonctionner sur le long terme. Donc ici, on voit les actions et les interventions pour, minimiser le risque d'alimentation artificielle. Tout d'abord, il faut éviter les dons de substituts de lait maternel par le public et aussi par les sociétés, comme ce qu'on avait vu, au Mexique dans les diapos précédentes. Il est important de faire publier une déclaration officielle avec des messages clés pour les donateurs et les partenaires locaux dans les médias pour décourager les dons de formules de lait maternel. Et au lieu de cela, il faut encourager les contributions financières pour soutenir les communautés, les besoins des communautés. Il faut également se concentrer sur l'importance de soutenir les femmes qui ont des montées de lait. Et ça, cette communication doit être préparée par le gouvernement, mais ça peut aussi être fait conjointement. euh, avec des ONG ou avec des organes des Nations Unies. On a différentes voix ensemble et ils peuvent faire passer un message conjoint. Ce qui est très important, c'est les premières heures ou les premiers jours suite à une situation d'urgence. Donc, ici, vous voyez un exemple de déclaration euh, et qui a été fait au Honduras. Et la deuxième intervention, c'est d'évaluer la nécessité de substituts de lait maternel pour les enfants qui ne sont pas allaités. Ça, c'est très important. C'est une des interventions clés parce qu'il faut évaluer si les jeunes enfants ont besoin de substituts de lait maternel et de voir si c'est temporaire ou si c'est sur le long terme. La semaine dernière, on a présenté une évaluation
et avec une évaluation rapide, simple. Et il faut utiliser ça au niveau de la communauté par les différents partenaires humanitaires. Et chaque fois qu'ils voient euh, avec des enfants qui ont moins de 2 ans, ils doivent remplir ce document, l'âge du bébé, si l'enfant est allaité, euh, et tous les problèmes qui peuvent être liés à l'allaitement et tous les critères. Et il faut entourer en rouge tout ce qui doit être signalé. Et ça peut être des enfants qui peuvent avoir besoin d'un certain nombre de choses pour soutenir les substituts alimentaires. Ces enfants doivent être renvoyés, doivent être vus par un personnel qualifié. Et donc, il faut vraiment comprendre plus à profondeur les pratiques de nourriture, d'alimentation et la situation pour essayer de déterminer le type de support qui est nécessaire à ces enfants. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est ce qui est en bleu, ça a été présenté par Andrea, c'est les évaluations de la mère et de l'enfant. Donc, maintenant, on arrive à la dernière partie, c'est la recommandation des substituts de et pour tous les jeunes enfants. Et il est très important d'avoir ces substituts et d'avoir des ustensiles pour la préparation et l'alimentation. Tout d'abord, il faut décider le type à acheter de substituts. Le premier choix, c'est les formules toutes faites qui sont prêtes à être prêtes à l'usage. Donc, il n'y a pas besoin de reconstitution, il n'y a pas besoin de préparation. Et ça peut être ensuite la deuxième partie, c'est le lait en poudre. C'est quelque chose qui est assez sûr, en particulier c'est un produit stérile jusqu'à ce qu'il soit utilisé. Et alors, jusqu'à ce qu'il soit ouvert, le deuxième choix, c'est le lait en poudre. C'est un produit qui n'est pas stérile, qui doit être reconstitué avec de l'eau. Mais si on n'a pas accès à de l'eau claire, ça peut être un grand défi ou un grand risque. Donc, parfois, il y a des préparations qui ne sont pas sûres dans les situations d'urgence parce qu'il n'y a pas d'hygiène. Et lorsque la préparation sûre et l'utilisation de cette formule ne peut pas être garantie, il faut le reconstituer et il faut envisager de le consommer sur place. Mais le premier choix, c'est ce qui devrait être préféré. Et il y a également des laits qui ne sont pas recommandés, qu'on ne peut pas utiliser du lait concentré pour enfants parce que ça peut être préparé de façon peu correcte. Et puis, il y a des risques d'erreur quand on dilue le produit et donc et le risque est plus élevé de contamination une fois que c'est ouvert. Il y a également des laits thérapeutiques F75 et F100 et ça ne devrait être utilisé que pour le traitement de malnutrition, des cas de malnutrition assez avancés et très graves. Et il y a également des formules de suivi spécialisées ou des formules pour les jeunes qui commencent à marcher ou les enfants un peu plus âgés, mais ce n'est pas recommandé. Ce qu'on a également, les formules pour enfants ne doivent pas être distribuées à une population qui est touchée par des urgences sans les ressources nécessaires. Et pour pouvoir utiliser des formules toutes faites, il faut s'assurer qu'il y a de soutien par un personnel qualifié. Il faut qu'il y ait également des petits manuels ou des petits documents qui soient distribués avec le lait tout prêt. Euh, il faut exactement qu'on ait de l'eau propre pour nettoyer les outils, pour nettoyer
Et pour pouvoir garder le lait dans un endroit correct, il faut qu'il y ait une petite cuillère à café, il faut également des instruments et il faut également qu'on puisse faire bouillir l'eau. Et donc, ça devient un peu plus compliqué et ça devient compliqué à contrôler dans les situations d'urgence, bien évidemment. Diapo suivante. Donc, ici, on parle de la quantité à acheter. Et là, on divise, enfin, on sépare les deux groupes d'enfants. Le premier, ce sont les nourrissons jusqu'à 6 mois. Et ça, c'est le groupe le plus vulnérable et le plus en danger. Et la formule qui est recommandée, c'est le prêt à utiliser. Et on voit la quantité qui est nécessaire. On a donc, il faut calculer la période, il faut calculer la quantité nécessaire pour 6 mois et on voit la deuxième option et la quantité moyenne nécessaire. Et pour ce groupe d'âge, de moins de 6 mois, le lait animal n'est pas recommandé parce que ce n'est pas adéquat avec les nutriments qui se trouvent à l'intérieur. Le lait de vache n'est absolument pas recommandé à cet âge-là. Pour les enfants plus âgés, de 6 à 23 mois, et on peut utiliser toujours la formule de lait pour enfants qui est prêt à utiliser si on le trouve et si on peut se le payer. Et il y a également du lait qui est UHT, pardon, qui provient du lait animal, que ce soit la vache, la chèvre, les moutons. Toutes ces options sont plus certaines, plus sûres que les formules de lait en poudre qu'on utilise à la maison et c'est plus sûr. Et ça, à nouveau, c'est un aperçu général. Et puis, donc, on a les deux groupes d'âge parce qu'il faut également que les enfants reçoivent autre chose après 6 mois et on verra ça la semaine prochaine. Diapo suivante. Donc, un message clé donc, à retenir aujourd'hui, c'est qu'il est très important d'acheter des substituts et de ne pas accepter les dons. Ça, c'est pour s'assurer que la distribution et se procurer ces laits-là et la distribution soient vraiment sûrs et que ça réponde vraiment aux besoins et qu'il ce soit en ligne avec les guides internationaux et qu'on ne peut pas distribuer ça à tort et à travers. Et il faut s'assurer que ces formules pour enfants et du lait en poudre soient données aux mères qui sont allaitantes à partir des intérêts commerciaux. Ça, c'est très courant en situation d'urgence. Et donc, il n'est pas recommandé de rechercher des dons en cas d'urgence parce que quand des dons sont faits, et ça peut être très difficile de stocker tout ça de façon discrète. Donc, il faut acheter localement et c'est ce qu'on suggère, acheter tout ça dans les pays, dans la région où la situation d'urgence est produite. C'est pas toujours possible, mais quand il y a des dons, ça doit être placé sous le contrôle du gouvernement ou des agences ou organes et ne pas distribuer à tort et à travers à la population. Et là, à nouveau, on voit les ustensiles qui sont nécessaires. Il faut une petite tasse pour mesurer. Et puis, il y a également la petite cuillère pour mélanger avec l'eau. Et il faut également de l'eau et il faut également arriver à faire bouillir l'eau et il faut nettoyer, il faut pouvoir nettoyer tout cela après et nourrir au biberon, c'est absolument pas recommandé, même si c'est nécessaire, si c'est disponible ou donné, il faut s'assurer que de toute façon, on ait suffisamment d'espace pour nettoyer tout ça avant et une tasse ou un verre, c'est plus adapté. Et un autre élément, c'est où stocker tout cela. À nouveau, ça doit être stocké discrètement, personne ne doit le voir pour éviter
que les substituts ne soient interprétés comme une promotion de nourriture artificielle. Il faut suivre les lignes directrices des fabricants. Ça doit être conservé hors des rayons de lumière directe, dans un endroit sécurisé et surveillé. Et il est préférable que ce soit à la température ambiante. Quelque chose d'autre qui est important, c'est de la façon de distribuer ces substituts. La première, c'est de les distribuer à des familles pour qu'elles préparent les formules pour leurs enfants. Et donc, la distribution doit être il faut s'assurer que la distribution est ciblée et suite à une évaluation des besoins. Et il faut éviter la promotion de ces produits. Par exemple, quand on distribue tout ça à des mères qui sont allaitantes et qui peuvent allaiter et leur famille. Et donc, ça doit être fait discrètement, de façon contrôlée, dans un endroit contrôlé et ça doit être loin de la population, des yeux de la population. Ça doit être distribué en petite quantité et chaque fois aux soignants qui vient chercher le produit parce qu'il est important de pouvoir suivre la distribution aux enfants individuellement. Il faut suivre et documenter la distribution de façon détaillée, l'âge, le sexe, le type et la quantité de substituts et la raison pour laquelle on donne les substituts. Les soignants doivent rapporter les conteneurs vides pour qu'on puisse s'assurer qu'il n'y ait pas de commerce qui soit fait. Et une autre option, c'est la préparation de substituts par le personnel. Donc, quand il y a des abris qui ont été établis, la distribution peut être augmentée à ce moment-là également. Cette option est possible lorsque une préparation et une utilisation sécurisée par les familles ne peut pas être garantie et il faut prendre en considération le fait que la préparation doit être envisagée par le personnel de ces abris. Il ne faut pas donner de grandes quantités qui sont pas gardées à la bonne température pendant longtemps. Et il faut vraiment que tout ça se soit contrôlé. Et il est très important de préparer les aliments à chaque fois et de les donner tout de suite. Et les biberons ne sont pas recommandés. Et donc, il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment d'endroits pour nettoyer et puis que ce soit gardé en sécurité. Ce qui est important, c'est des éléments, il faut apporter un soutien individuel. Voici des lignes directrices, des préparations clés pour une préparation sécurisée. Donc, il est important là aussi de pouvoir se laver correctement les mains, d'avoir de l'eau propre et il faut également qu'il y ait du savon et il faut également de l'eau pour préparer le produit. Ici, ce qu'on a, c'est une image d'une étiquette de préparation. euh, il est très important de faire passer ces informations et ça devrait également comprendre une période de démonstration. Et donc, pour avoir une préparation correcte, on voit que ça doit être garanti et ça va nécessiter il faut prendre en compte l'âge et le poids de l'enfant et les familles seront conseillées pour savoir comment faire et également pour utiliser les biberons et préparer, diapo suivante. Donc là, on suggère d'avoir des conseils individuels, une éducation individuelle pour la préparation et savoir comment nourrir l'enfant en utilisant des documents. Et il y a également, il faut suivre l'enfant pour suivre son poids et sa santé. Donc là, ce qui est important, c'est de conserver de façon sûre et également, c'est très important tout autant que lorsque on allaite. Ça a un impact assez important sur l'enfant également.
Donc, il faut s'assurer également que les ressources, les personnes comprennent vraiment ce qu'il faut faire en cas d'urgence et où ils peuvent recevoir le soutien nécessaire. La diapo suivante. Donc, lorsqu'on aide une mère ou un soignant avec des conseils individuels, comme on le voit ici, il faut tenir l'enfant, pas tout à fait droit peut-être, mais à moitié sur vos genoux, parce que ça peut être plus difficile de couvrir l'enfant pour contrôler ses mouvements et parce qu'il ne faut pas que l'enfant puisse taper dans la tasse. Donc, et il faut arriver juste à pencher la tasse pour que ça aille tout doucement, mais il ne faut pas le renverser dans sa bouche. Il faut que ce soit juste à la hauteur de ses lèvres et puis, il faut que l'enfant arrive à prendre le lait et il faut mesurer combien il prend en 24 heures. Et il est important de communiquer au niveau de la communauté sur l'importance de l'allaitement et les risques de la nourriture artificielle. Il faut créer un environnement pour l'allaitement et également soutenir l'enfant et ça tout doit se faire de manière très contrôlée. Ça, c'est un élément très important. Ce qu'on a vu également dans le dans le webinaire précédent, il faut vraiment surveiller et suivre les dons parce qu'il ne faut pas violer le code et on a un outil qui permet de faire ça. Et c'est très important de tenir compte de cela et de ne pas partager ça à grande échelle, mais il faut tenir compte de cela pour tout ce qui suit. Et diapo suivante. Donc, il est également important d'avoir un système de traçage pour s'assurer que les enfants reçoivent vraiment ce qui est nécessaire. Il faut également établir et renforcer les systèmes pour suivre tous les enfants et c'est très important de mesurer, d'étudier la santé, de mesurer la croissance, le poids de l'enfant pour s'assurer que tout va bien. Diapo suivante. Et là, on arrive à la fin et donc il faut suivre le poids de l'enfant, c'est essentiel et puis il faut, documenter l'expérience, ça va contribuer à un apprentissage supplémentaire. On voit les défis de mise en œuvre et de la formule et ça a été fait après la réponse rapide à Haïti en 2007, je crois. Diapo suivante. Donc, ça, c'est tout et je donne maintenant la parole à Patricia. Patty, à vous. OK. Merci Andrea de faire le reste de la présentation. Ici, il s'agit de la réponse en cas d'urgence et des mesures de préparation. La semaine dernière, on a parlé des programmes dans un contexte d'urgence. Et là, je vais parler de l'aperçu dans un contexte d'urgence. L'importance, et il est très important de suivre cela. Des réponses en cas d'urgence, il faut être rapide et il faut vraiment intervenir. Vous voyez les 4 réponses et là, on a on a la coordination et la communication qui a dans l'objectif de créer un groupe qui inclut tous les acteurs humanitaires qui s'occupent de nutrition et qui prennent des actions clés et dans la situation d'analyse. Et il faut essayer de bien comprendre le contexte et il faut pouvoir apporter le soutien nécessaire.
Donc, dans les premières semaines, la planification de réponse, ça doit être vraiment la préoccupation principale. Et avec les conventions, il faut définir ce qui est nécessaire pour les compétences, les personnels et les ressources. Et certains besoins spécifiques doivent être pris en compte et il faut identifier ce qu'il y a localement, où est-ce qu'on peut trouver ce qu'il faut. Il n'est pas recommandé de, de donner des suppléments avant. Puisque la réponse a été mise en œuvre, donc il faut absolument tenir compte de tout ce qui est MAI. Ça, c'est un outil qui définit la stratégie et, et pouvoir fournir la meilleure qualité aux plus vulnérables. Pendant la réponse, il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment de capacité d'évaluation pour gérer la situation et donner des conseils. Et Et il faut également qu'il y ait un ensemble de formations et pour cette communication, il faut, faire passer les messages adéquats. Là, ici, on va voir, une étude de cas qui est Haïti et voilà, j'ai parlé de MIE et c'est MEE et ça, c'est une situation de 2010. Donc, on voit une situation compliquée et avec de très mauvaises pratiques. Il y avait beaucoup de VIH, il y avait des tabous culturels et il y avait 20% des enfants qui étaient orphelins ou vulnérables. Le En fait, ici, le gouvernement a activé, le programme d'urgence et la communauté, humanitaire a répondu et il fallait identifier l'option la plus sûre et à Haïti il y avait l'UNICEF entre autres qui était et MSPP qui était responsable de l'acquisition, de la gestion et de l'administration de tout ce qui est nécessaire en cas d'urgence. Et ici, une fois que l'intervention et la stratégie est décidée, il faut, Heu, il faut créer des tentes d'enfants à Port-au-Prince et on a vu que ça a été mis sur pied pour qu'il y ait de la nourriture qui soit apportée de façon contrôlée et il faut respecter les mères qui allaitaient. Diapo suivante. Et donc en plus, du soutien à l'allaitement, les tantes, on avait également une aide psychosociale et une aide à la relactation. Il y avait détecté les enfants qui ne grandissaient plus ou qui souffraient de malnutrition et il fallait mettre en œuvre toutes les lignes directrices. Et pendant l'évaluation, ici, il fallait identifier les enfants, qui n'étaient pas, heu, allaités. Il fallait s'assurer des conseils qu'on pouvait donner pour aider la mère et l'enfant. Donc là, il faut savoir ce qu'on a appris et parce on a apporté du soutien. Il doit y avoir un protocole clair qui doit contenir l'admission et les critères d'admission et les critères de libération. Il y a des documents qui permettent d'enregistrer l'enfant de façon normale et puis il y a également des ensembles de documents pour suivre. Il faut le nombre de personnel qui doit être approprié, les composantes de logistique pour l'acquisition, le stockage, le transport
et se débarrasser des déchets, les déchets. Et il est également important de ne pas perdre de vue le soutien général qu'on apporte aux maires. Et cette expérience, on va partager avec vous, sert de référence. Merci beaucoup et je donne la parole à Yvette. Thank you very much, Patty. Merci beaucoup, Patty. Diapo suivante. Okay, so now we're Voilà, going to donc the on end of arrive the à la fin de notre webinaire. Donc, on vous montre ici certains des documents utilisés comme ressources. Donc, pour ce webinaire, vous voyez la relactation et avec les expériences et les recommandations. Et voilà, ça a été produit par l'OMS. Vous les avez en anglais et en français, ainsi que l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les situations d'urgence. Diapo suivante. Là aussi, il y a d'autres ressources également, comme une note qui vient de Green Lake et, une autre de l'alimentation des nourrissons en cas d'urgence et la boîte à outils pour les mêmes situations. On vous donnera la présentation euh, à la fin à la fin de la série de webinaires et vous aurez également des liens pour aller vers ces ressources. La diapo suivante concerne les questions et les réponses. Donc, on peut prendre vos questions et on va répondre. Andrea, à vous. Thank you, Yvette. Merci Well, beaucoup, here we Yvette. have Donc, many, nous many avons interesting de très questions, nombreuses questions we très will try intéressantes. to Donc, on va answer essayer de a lot of them. répondre à un certain The nombre. first one La is première, from Evelyn. It elle is clear that provient lactation requires d'Evelyne. some Il est work. clair que la What is the lactation prend un available certain for temps. lactation Qu'est-ce qu'il faut beforehand? utiliser And pour here nourrir the l'enfant answer is avant la following what relactation? we Et la just réponse sera in the presentation. We have ce que vous avez vu dans la présentation. Il faut faire une évaluation et notre première option sera le lait humain qui a été donné, qui a été offert. On a essayé d'établir ce processus de relactation et il faut nourrir l'enfant entre-temps avec du lait humain qui a été donné. Si on n'a pas ce lait humain, il faut simplement trouver un substitut de lait maternel adéquat, approprié. Je pense que ça répond à votre question. Et puis ensuite, nous avons comment... Non, je n'ai pas demandé à mes collègues si vous voulez compléter ma réponse avec quelque chose. Non, merci. Non, non, vous avez bien répondu. Et un aspect clé qu'il ne faut pas oublier, c'est cette évaluation des besoins parce que on peut simplement se dépêcher pour se lancer sur les substituts qui sont très importants, mais il faut essayer de comprendre les besoins et savoir si c'est temporaire ou si ça dure plus longtemps. L'évaluation, c'est la clé de tout cela. C'est ce que je voulais souligner. Merci Yvette. Puis nous avons comment est-ce qu'on gère la nourrice dans un contexte de VIH. Est-ce qu'on fait un test tous les jours? Donc, je vais commencer à répondre également. On a des lignes directrices de notre manuel d'urgence. Et ce qui est dit, c'est qu'on doit bien entendu tester, mais bien entendu, ce ne serait pas possible de le faire tous les jours. Donc, on va on va conseiller beaucoup pour éviter la transmission du VIH et on va également évaluer le risque quand on ne peut pas faire des tests de VIH et on nous rappelle tout le temps que nous devons évaluer
et chaque cas individuel que nous avons. Et bien entendu, nous devons prendre en compte toute la législation du pays. Donc, ce n'est pas quelque chose que les équipes d'urgence inventent simplement. Il faut prendre en compte tous les facteurs et décider et essayer de choisir la meilleure option pour ne pas faire de mal ni à l'enfant ni à la mère. Yvette, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup. Je crois que vous avez mentionné tous les éléments. Quand vous avez mentionné l'importance d'évaluer le risque, c'est clé et il faut toujours évaluer le risque, sous-peser le risque et évaluer la possibilité de survie en utilisant par exemple du lait en poudre plutôt que pour éviter le VIH, plutôt que l'allaitement, ça peut être plus risqué pour l'enfant dans un contexte d'urgence et dans un environnement qui n'est pas sûr et quand on n'a pas accès à de l'eau propre, il faut utiliser par exemple le remplacement qui peut être plus risqué pour l'enfant et, et que la nourrice sans avoir testé le VIH. Donc, il faut toujours sous-peser le risque avant de choisir. Merci beaucoup, Yvette. Puis nous avons une autre question qui est, est-ce que la nourrice doit être allaitante? Je ne veux pas répondre à tout. Yvette, vous voulez commencer, puis je rajoute. Allez-y, allez-y. Donc, comme on a mentionné avant, on n'a pas des lignes directrices qui nous précisent ce qui doit se produire. Donc, je crois que cette question est importante parce qu'on a mentionné certains critères pour devenir une nourrice, mais c'était juste un exemple. Et ce que je veux préciser, c'est qu'une évaluation générale de la situation, il n'est pas nécessaire que la nourrice soit allaitante, mais si elle n'allaite pas, elle ne va pas pouvoir tout de suite nous aider avec cette pratique parce que il va falloir, avec la lactation, avec l'allaitement induit, il va falloir stimuler la poitrine et d'autres pratiques jusqu'à ce qu'on rétablisse la production de lait. Et peut-être que ça va nous prendre un peu de temps. Donc, ce n'est pas une obligation, mais ça nous aiderait considérablement si cette femme nourrissait déjà allaitait déjà son propre enfant. Parce qu'on sait que dans ce cas-là, elle peut produire davantage de lait. Yvette? C'est bien, j'ai rien à ajouter. C'est bien, j'ai rien à ajouter, merci. Merci. Donc, je vais lire la dernière question parce que on va continuer. Il faut qu'on continue avec l'ordre du jour. Donc, on a une autre question. Si on préfère une situation où on utilise quelque chose qui est un substitut plutôt que la formule en poudre, je crois qu'Yvette peut répondre. Merci beaucoup et merci de cette question. Je ne suis pas sûre que de ce qu'on appelle des aliments pré-mélangés, est-ce que c'est quelque chose qui est prêt à être utilisé ou quoi? Est-ce que si c'est sûr, pour utiliser ça comme les formules pour les enfants, ça doit être quelque chose qui est pris en compte et la formule en poudre, c'est quelque chose qui est très risqué en cas d'urgence à cause d'un environnement qui n'est pas très hygiénique, de l'eau qui n'est pas propre et c'est là qu'il faut, choisir l'option qui est la plus sûre. Et peut-être, que je peux juste prendre une question encore, concernant les banques, dans les Caraïbes. Les banques de lait humain, c'est peut-être, quelque chose qui n'a pas été vraiment présenté parce qu'il n'y a pas de banque, de lait dans les Caraïbes. Mais mais si vous êtes intéressé, on peut peut-être, aider à mettre ça sur pied. À vous, Andrea. Merci beaucoup. Je crois qu'il nous reste un peu de temps, donc je vais lire une autre question. Comment est-ce qu'on peut distribuer quelque chose secrètement sans que les autres mères ne soient au courant?
Et ça, c'est une question intéressante parce qu'en fait, on a des exemples et des options. Par exemple, euh, euh, on pourrait procéder à ces distributions par une pharmacie ou un autre magasin qui vend des laits maternels après avoir été prescrit par un membre du personnel. Et cette personne peut alors aller dans ces endroits. Ça, c'est une des façons. Et ce n'est pas forcément une pharmacie, ça peut être un autre magasin. Une autre stratégie dont on a entendu parler, c'est que ces lieux doivent être assez éloignés de l'endroit où se sont concentrés les mères et les enfants. Donc, on peut penser à un endroit sûr qui soit un peu plus loin. On ne peut pas distribuer du lait comme ça dans ces endroits où tout le monde se trouve. La stratégie sera d'avoir des points de distribution dans d'autres parties du camp de réfugiés ou de la communauté. L'idée, c'est que ça doit être loin de l'endroit où tout le monde est concentré. Yvette, tu veux ajouter quelque chose? Et ça, c'est là où il faut avoir un endroit discret pour stocker tout cela, parce que ça ne doit pas être au vu et au su de tout le monde. Je pense aussi à l'étiquetage. Je pense que l'étiquetage de ces substituts, ça doit être également discret et ça doit respecter les lignes directrices et sans faire de promotion et sans avoir de message de publicité. Et ça doit être, et ça aussi, ça fait partie de la distribution secrète ou discrète aux mères et aux enfants. Merci beaucoup, Yvette. Donc, comme on a beaucoup d'autres questions, je vais encore en prendre une qui est la dernière cette fois-ci. Nous avons d'autres circonstances où l'enfant, quand il faut avoir un processus de relactation, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps? Ça, c'est une question très intéressante. Et ce dont il faut se souvenir, c'est que pendant le processus de relactation, l'idée, c'est d'offrir du lait humain d'abord et ensuite, si c'est nécessaire, le substitut pour donner à l'enfant tout ce qui est nécessaire. Et ce qui est important, c'est que l'enfant arrive à téter le sein de sa mère, parce que dans ce cas-là, on arrive à provoquer une stimulation. La question peut être liée à quelqu'un qui pense au goût du substitut de lait maternel, mais peut-être que les enfants le préfèrent, mais ce qu'ils veulent, heu, c'est d'être proche de leur mère. Donc ça, c'est dans ce processus, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de remplacer le lait maternel ou le lait humain, heu, avec par le lait qui sera produit par cette stimulation. Donc il n'y a pas de qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter? La recommandation serait de suivre le processus, de garder l'enfant aussi proche que possible du sein de sa mère. Yvette, il y a quelque chose à ajouter? Je crois que votre réponse est presque complète. Je regardais les autres questions et on a une question en français, peut-être que je peux le prendre. Dans les situations d'urgence, c'est également important pour garantir de la nutrition adéquate pour la mère également, pas seulement pour les enfants. Et bien enfant, la nutrition de la mère doit également être prise en compte, en particulier dans ce webinaire se concentre sur les nourrissons qui ne peuvent pas être allaités. Mais bien entendu, tout ça, c'est très important, mais il faudrait un webinaire séparé pour discuter de cela. Le dernier, on avait un webinaire là-dessus. On peut également partager le lien vers l'enregistrement avec pour que vous ayez la réponse à cette question. Merci, Yvette.
here this section of questions and answers, but we are going to collect all these questions that we récupérer were toutes not to les answer, questions auxquelles on n'a pas pu and répondre we are going to et compile them and answer on them. va les compiler, on va y You will répondre receive, as et vous Yvette recevrez, reminded us comme before, the Yvette nous l'a presentation, the dit auparavant, les recordings, and présentations, les also enregistrements the et, questions and et answers également des after the questions-réponses webinar series après la série ends. de webinaires. So now Quand tout we sera have terminé, bon, to go to maintenant, the next slide, il please. faut aller à la diapo suivante. And we are now in Et the là, on se post-test retrouve dans le section. post-test, Please, dans la you section are going to post-test. see Donc again là, the vous allez same voir à review nouveau with les the mêmes 3 questions questions avec per les 3 screen. questions Please sur votre écran. help Donc, us essayez select de nous aider en the right answer. choisissant la réponse These correcte. questions are exactly the Ces same questions sont as we exactement les answered at the mêmes que beginning celles qu'on of vous a the montrées au presentation. début de la présentation. And Et, well, you et are going et to vous allez change répondre the peut-être answer de at manière the différente beginning. après That's le okay webinaire. because Ça n'a maybe aucune there are importance, mais ça some peut-être que new vous avez guests. appris So quelque the first chose de question plus. is, La première what question, c'est support pour is gonna be la provided, programmation and four pour soutenir les options. enfants qui ne peuvent Don't pas être shy. euh, You have now all the allaités. knowledge to Vous answer avez maintenant this, toutes les connaissances pour répondre aux and questions. we would Et like nous, you ce to qu'on voudrait, c'est que until now vous if you have répondiez one. vraiment sérieusement. Jusqu'à Please présent, on don't n'a qu'une seule shy. réponse. N'hésitez We pas, are ne soyez waiting pas for timide. you. On vous attend. Our second Hein. question Notre is deuxième during question, emergency c'est situations, dans les all situations mothers who are waiting, d'urgence, tous les enfants qui ne sont pas and they allaités. should initiate Et on lactation immediately. They avait, should receive il the faudrait next initier breastfeeding la immediately. relactation They should receive immédiatement. an On fait IV exactement la même treatment chose, to recevoir establish du the lait humain blood flow they need. immédiatement, etc. Et They établir should receive the l'évaluation pour formula établir le injected type de soutien immediately. nécessaire ou recevoir du lait maternel, des substituts de lait Okay, maternel we can take immédiatement. more Merci. On answers peut here. voir And our d'autres third questions. question Et is notre during troisième emergency question situations. est dans les situations Okay, patients d'urgence, should et accept the l'option limits A, for not il faut breastfeeding. This accepter means les ESME donations should malgré le minimize risque the appropriate et tampering. avec See the le marketing programme, code on doit related to utiliser le and code purchase marketing qui va être substitutes should respecté be avoided, et il faut and éviter d'acheter under des no substituts de lait maternel et circumstances dans aucun cas, il faut should acheter ou be distribuer considered. du substitut de We lait have maternel. now On a maintenant 26, 29% of 29 participation. de participation. Merci beaucoup. Um, Et as you are je, reading je pense que and vous trying êtes en train de to choose lire the et d'essayer de best choisir la bonne réponse, answer, la meilleure réponse I hope I possible. have not distracted you. J'espère que je While ne I vous am distrais speaking, pas beaucoup en and parlant. we are now Et 43%. maintenant, on Don't be est shy, don't à shy. Please help us. 43%. N'hésitez pas, aidez-nous, répondez s'il vous plaît. Donc, Sania Sania mentioned us here in the chat. For us, it's a very mentionné important. dans le chat, c'est Please également help très us important to pour nous. Ça nous if aide we beaucoup pour savoir should make changes, for s'il example, faut in qu'on how we change, present. par exemple, la manière de présenter les Here we choses. have Nous avons maintenant, okay. on a Someone is telling donc us that cannot quelqu'un answer. nous dit Well, qu'ils ne peuvent thank pas you. répondre cette fois-ci. Maybe next Merci. time. Merci, peut-être la prochaine fois. Just Et juste, want to say je something. voulais If simplement someone dire cannot que see si this quelqu'un ne voit window pas with les, this les post-test, tests avec then les for the next questions, time you can peut-être que try la to prochaine update fois, your vous pouvez Zoom version, essayer de mettre à because this jour is votre like a new version function Zoom, parce que and c'est maybe un not peu une nouvelle everyone cannot see fonction it et c'est for peut-être the la next raison pour time. laquelle certains ne le voient And pas. we Donc, have pensez-y pour la prochaine fois. 1 Et minute left. Okay. il nous reste 1 minute. Sorry. I'm going to stop Désolée, talking a little je bit. We vais have m'arrêter de half an hour parler. left. Là, il nous reste une demi-minute. And as we are not receiving more Donc, comme on n'a pas de réponse supplémentaire, je crois qu'on peut terminer. Merci beaucoup, Sonia. and well, thank you all
Et merci à tous de vos réponses. Diapo suivante. Je vais donner la parole à Yvette à nouveau. Merci beaucoup, Andrea. Et donc, je vais passer à la diapo suivante. Donc, nous avons vous demandé gentiment de remplir l'évaluation du webinaire. Ça va vous prendre moins de 5 minutes, mais c'est très important pour nous de savoir à quel point ce webinaire a été utile pour nous et pour vous, et nous apprécierions vos recommandations pour la prochaine fois. Donc, l'évaluation du webinaire va apparaître quand vous terminerez. Donc, si vous cherchez des soutiens en cas de nutrition dans le cas d'urgence, vous voulez par exemple faire un nouveau programme et dans votre pays, vous pouvez demander du soutien et vous avez différentes options, différents types de soutien. Et soit vous voulez que ce soit un soutien technique à distance ou dans le pays, vous pouvez contacter l'Alliance technique. Si vous voulez embaucher un consultant directement pour vous soutenir dans ce processus, là aussi, vous pouvez vous pouvez consulter la liste de consultants et là, vous pouvez choisir différents consultants qui figurent dans les listes. Si vous voulez un conseil technique rapide, là aussi, il y a une aide. Et si vous voulez du soutien, vous pouvez également contacter net.org. Et si vous avez besoin de soutien, allez sur le site web et cliquez sur « Demander de l'aide ». Et après la série de webinaires, diapo suivante. Donc, c'est tout. Merci beaucoup de votre attention aujourd'hui. Donc, nous avons une grande participation et c'est vraiment très important. Donc, nous attendons votre participation à nouveau la semaine prochaine à la même heure et nous présenterons comment aider les enfants 6 mois, 3 mois. Donc, la préparation, la période où ils se nourrissent différemment. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.